Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par le cabinet Voctius Avocat. Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour décrypter la loi qui a été votée la semaine dernière à l'Assemblée nationale sur l'acquisition des congés payés en période d'arrêt maladie. Alors normalement, vous devriez m'entendre et vous devriez voir le support. Si jamais il y a une difficulté, n'hésitez pas à l'indiquer sur le chat. Alors, de quoi va-t-on parler concrètement ensemble? On va commencer par une mise en contexte, donc revenir sur les différents événements qui ont abouti à la loi qui a été votée la semaine dernière. Donc ça va être une part très rapide de ce webinaire. Et puis ensuite, on va regarder le contenu de cette loi, c'est-à-dire le principe de l'acquisition différenciée de congés payés en arrêt maladie en fonction de l'origine de l'arrêt maladie, le point de départ, le droit au report de 15 mois et le point de départ de ce report qui est, vous le verrez, certainement la mesure qui va donner lieu à le plus de nœuds au cerveau. La question de l'indemnisation de ces congés payés acquis en période d'arrêt maladie. Et puis enfin, on dira quelques mots de la prescription qui va être encore sujet à interrogation. De manière générale, vous le verrez, cette loi, elle répond à un certain nombre de questions qu'on va voir aujourd'hui, mais elle en suscite d'autres et elle n'en règle pas certaines. De sorte que on va être là dans une période où forcément il va y avoir tout un tas d'interrogations qui vont se poser. Si vous êtes là à vous dire oh là là mais je comprends rien du tout à cette nouvelle loi, c'est pas vous, hein, vous êtes beaucoup à être dans cette situation. On est sur des règles qui sont assez complexes et qui sont pas encore tout à fait claires. J'ai été assez amusé de voir la semaine dernière, donc la loi a été votée définitivement à l'Assemblée nationale, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur, on va y revenir, et on a pourtant déjà eu la Direction générale du travail qui a donné des clarifications dans une prise de position informelle d'ailleurs. Donc si la DGT trouve nécessaire, dès le lendemain du vote d'une loi qui n'est pas encore applicable, d'apporter des précisions, c'est qu'il y a tout un tas de pans qui restent encore avec un point d'interrogation. On est là pour répondre à ces questions. Ça me permet de me faire une passe décisive à moi-même, puisque avant de rentrer dans l'explication de cette loi, quelques mots de présentation du cabinet Voctius Avocat. Donc moi, je m'appelle Florian Carrière, je suis associé au sein du cabinet. Voctius Avocat est un cabinet qui est spécialisé en droit du travail. Nous sommes basés à Paris, mais nous intervenons sur l'ensemble de la France en conseil et contentieux côté entreprise, avec trois piliers de notre ADN. Premièrement, c'est la spécialité, puisque nous n'intervenons que dans le droit du travail et nous sommes spécialistes en droit du travail, c'est-à-dire que nous avons le certificat de spécialisation délivré par le Conseil national des barreaux, puisque tout le monde peut se dire spécialiste de tout et n'importe quoi, mais il n'y a que les avocats qui ont ce certificat qui ont en principe le droit de se dire spécialiste, puisque ça atteste des compétences dans ce domaine. Le deuxième pilier, c'est la réactivité. On a une organisation interne qui nous permet de pouvoir répondre aux besoins urgents de nos clients. Ce que je dis souvent, c'est qu'avoir la réponse à sa question, c'est bien, l'avoir en temps utile, c'est quand même mieux. Et puis enfin, troisièmement, c'est des réponses pragmatiques et opérationnelles. Aujourd'hui, avec l'open data des décisions de justice, et puis depuis un an avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on n'a jamais eu autant de facilité dans l'accès au droit. Donc, on ne va plus voir un avocat comme étant un sachant qui va nous donner le droit, parce que ça, le droit, vous l'avez, et d'ailleurs, par les webinaires notamment. C'est plus la question de l'explication de la règle de droit, puisque connaître le texte, ça ne veut pas forcément dire le comprendre, d'où le webinaire aussi d'aujourd'hui, et puis surtout d'accompagner nos clients dans la mise en œuvre de stratégies. Donc, c'est là-dessus que nous intervenons tout particulièrement. Si vous voulez en savoir plus sur nos activités, vous avez notre site internet www.voxius-avocat au pluriel.com. Vous avez normalement des call to action pour prendre attache avec un avocat du cabinet. Et puis, vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter Vox News qui paraît toutes les 2 semaines et qui décrypte l'actualité en droit social. Voilà pour la présentation du cabinet. Alors, rentrons dans le vif du sujet.
Je vous le disais, on va faire un bref rappel de l'historique. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Donc on a tout d'abord, première étape, premier épisode de notre retour vers le passé, ce sont les arrêts du 13 septembre 2023. Avant les arrêts du 13 septembre, le droit français était assez clair. Vous étiez en arrêt de travail, vous n'aviez pas le droit à acquérir des congés payés en principe, parce que l'on considérait que temps de travail effectif égale congé payé. Pas de temps de travail effectif, pas de congé payé. Avec une exception, ce sont les arrêts de travail d'origine professionnelle. On considérait que si vous étiez en arrêt de travail en raison de votre emploi, arrêt de travail qui avait été reconnu comme étant d'origine professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, eh bien, il était normal que vous ne soyez pas en plus privé de vos droits à congés payés. Donc, c'était une exception qui existait déjà dans le droit français, mais avec une limite. On limitait l'acquisition de congés payés pour les arrêts de travail d'origine professionnelle à une durée de 1 an ininterrompue. Pendant 1 an, vous aviez le droit à acquérir vos 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois. Et au bout de 1 an, si vous étiez toujours en arrêt de travail de façon ininterrompue, eh bien, on arrêtait les compteurs. Bon. 13 septembre 2023, la Cour de cassation dit on fait table rase de tout ça. Et désormais, tous les salariés en arrêt de travail, quelle que soit l'origine de cet arrêt, doivent acquérir 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation a considéré qu'il n'était plus possible de ne pas faire application du droit communautaire. Or, la Cour de justice de l'Union européenne indiquait déjà depuis plusieurs années que selon elle, par une interprétation combinée de la directive européenne de 2004 et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit communautaire ne subordonnait pas l'acquisition des congés payés à du temps de travail effectif. Alors, c'est une position de la CJUE qui est extrêmement critiquable à mon sens, et je ne suis pas le seul à le considérer, mais il n'en reste pas moins que la Cour de cassation a considéré qu'il fallait se ranger à cette position jurisprudentielle de la CJUE. Et parmi les arrêts du 13 septembre, l'arrêt qui a fait le plus parler, c'est comme ce qu'on dit à chaque fois, c'est qu'il y a toujours un train qui se cache derrière un autre, c'était l'arrêt sur la quasi-imprescriptibilité des demandes de rappel de congés payés. Parce que venir dire aux salariés, vous pouvez désormais acquérir des congés payés en période d'arrêt maladie, c'est une chose, mais la question dans ce cas-là, c'est depuis quand ce droit est-il applicable? Et la position de la Cour de cassation était de dire, depuis 2009, parce que 2009, c'est la date de ratification du traité de Lisbonne qui a donné une valeur juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et c'est en faisant une analyse combinée de cette charte et de la directive de 2004 que nous considérons que les congés payés doivent être acquis en période d'arrêt maladie. Et donc, on pourrait remonter jusqu'à 2009. Vous allez me dire, oui, mais normalement, il y a un principe de prescription au droit français, prescription de 3 ans pour des rappels de salaire, prescription de 2 ans si on est sur des demandes au titre de l'exécution du contrat. Oui, mais la Cour de cassation nous a dit le 13 septembre, soit vous avez mis votre salarié en mesure d'exercer effectivement son droit à congé payé, et dans ce cas-là, vous pouvez vous prévaloir de la prescription, mais si vous ne l'avez pas fait, la prescription n'a jamais commencé à courir. Et je ne vois pas comment un employeur aurait pu informer son salarié de ses droits à congé payé si, en application de la loi de l'époque, il considérait que de toute façon, il n'avait pas acquis de congé payé en période d'arrêt maladie. Donc en fait, en réalité, derrière cette position de la Cour de cassation, on était dans une situation de quasi-imprescriptibilité des demandes de rappel de congés payés. Ça, c'est pour l'épisode 1. L'épisode 2, on a eu une décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 février 2024. Et cet arrêt du Conseil constitutionnel était très attendu parce que le Conseil constitutionnel, lui, il n'analyse pas la conformité du droit français au droit communautaire. Il analyse la conformité du droit français à la Constitution française et au bloc de constitutionnalité. Donc, si le Conseil constitutionnel avait dit les dispositions du Code du travail français actuel ne sont pas conformes à la Constitution, le match aurait été définitivement plié. Pas conforme au droit communautaire, pas conforme à la Constitution, on supprime tout. C'est pas la position que le Conseil constitutionnel a eue. Le Conseil constitutionnel a considéré que ces articles étaient bien conformes à la Constitution parce qu'il était, selon lui, loisible au législateur
d'assimiler uniquement à des périodes de travail effectif les absences pour cause d'accident du travail et de maladies professionnelles, que ça ne créait pas d'inégalité de traitement entre les salariés, et qu'il était loisible également au législateur de prévoir une acquisition limitée à une durée d'arrêt maladie de 1 an ininterrompu. Cette décision du Conseil constitutionnel, elle ne contredisait pas la position de la Cour de cassation, puisqu'encore une fois, le Conseil constitutionnel n'analysait pas les mêmes textes, il analysait la Constitution alors que la Cour de cassation analysait les textes communautaires, mais ça a été une décision fondatrice dans l'élaboration du texte qui a été présenté et voté à l'Assemblée nationale la semaine dernière, parce que le Conseil constitutionnel a dit une chose très importante, on peut avoir une application différenciée de la règle de droit en fonction de l'origine de l'arrêt maladie. Et donc, on s'est basé là-dessus pour, au gouvernement, établir un projet de loi qui a été soumis tout d'abord le 11 mars dernier à l'avis du Conseil d'État. Et là, ça a été une troisième étape très importante parce que le Conseil d'État a confirmé deux choses. Que, pour lui, effectivement, il était possible d'avoir une application différenciée de la règle de droit en fonction de l'origine de l'arrêt maladie, et deux, que les dispositions de la loi nouvelle pouvaient être d'application rétroactive dès lors qu'on garantissait aux salariés le minimum prévu par le droit communautaire. Et le minimum prévu par le droit communautaire, c'est l'acquisition de 4 semaines de congés payés. Le droit communautaire garantit aux salariés 4 semaines de congés payés, donc 1 semaine de moins que le droit français. Et donc le Conseil d'État a dit, dès lors que vous garantissez aux salariés, en arrêt maladie ou pas, d'avoir au moins 4 semaines, vous pouvez avoir une application rétroactive parce qu'en réalité, vous ne faites que graver dans le marbre du Code du travail une règle qui normalement aurait déjà dû exister en droit français, puisque dès 2009, le droit français aurait dû se mettre en conformité avec le droit communautaire. Et donc, sur la base de ces deux avis, enfin cet arrêt du Conseil constitutionnel et cet avis du Conseil d'État, on a eu un texte qui a été élaboré par le gouvernement, présenté dans le cadre du vote d'une loi de mise en conformité du droit français au droit de l'Union européenne, ce qu'on appelle la loi DADU, qui a été votée définitivement le 10 avril 2024. Alors, vous voyez dans cette frise qu'il y a 2 points d'interrogation sur la saisine du Conseil constitutionnel et sur la publication au journal officiel, parce que probablement que le Conseil constitutionnel sera saisi pour avis. À date, en tout cas jusqu'à hier soir, ce n'était pas encore dans les tuyaux, mais de toute façon, il faut qu'on ait une publication au journal officiel pour que le texte rentre en vigueur. Alors, qu'a-t-on dans cette loi ? Premièrement, c'est le principe de l'acquisition de congés payés en période d'arrêt maladie, mais selon un calcul qui est différent en fonction de l'origine de l'arrêt de travail. Si vous êtes sur un arrêt de travail d'origine professionnelle, vous allez pouvoir acquérir 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 30 jours ouvrables par an. Donc en fait, on a fait sauter le plafond d'une acquisition pendant 1 an ininterrompu. Donc un salarié qui va être en arrêt maladie pendant 5 ans, eh bien pendant 5 ans, il va pouvoir acquérir des congés payés. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, eh bien, si vous êtes en arrêt de travail d'origine non professionnelle, jusqu'alors, vous ne bénéficiez pas dans la loi française de congés payés. Ça, maintenant, c'est révolu. Vous allez pouvoir acquérir des congés payés, mais avec un abattement de 20% par rapport aux salariés en arrêt de travail d'origine professionnelle. Et donc, vous n'allez pas acquérir 2,5 jours ouvrables de CP par mois. Vous allez acquérir 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite, donc, réduite de 24 jours ouvrables par période de référence. Acquisition différenciée de congés payés. Bon. Autre mesure importante, c'est le droit au report. La loi nous dit désormais que lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité pour cause de maladie ou accident de prendre ses congés payés au cours de la période de prise habituelle des congés payés dans l'entreprise, il bénéficie d'un droit au report de 15 mois pour pouvoir les utiliser. Et on va revenir bien entendu là-dessus dans la slide d'après. Enfin, c'est l'obligation d'information de l'employeur. C'est une nouvelle obligation qui figure désormais dans la loi. L'employeur doit porter à la connaissance de son salarié
dans le mois suivant la reprise de son activité par tout moyen conférant date certaine, et la loi nous dit, par exemple, via une nouvelle mention sur les bulletins de paie, deux choses. Un, vous devez lui indiquer le nombre de congés payés dont il dispose, et deux, la date jusqu'à laquelle ces jours peuvent être pris. Je précise tout d'abord qu'à l'heure actuelle dans la loi, il n'y a pas de condition de durée de l'arrêt maladie. Donc, un salarié qui sera en arrêt maladie pendant une semaine, eh bien, à son retour d'arrêt maladie, vous devriez l'informer de ses droits, de la même manière qu'un salarié qui serait en arrêt maladie pendant 5-6 mois. Et donc, dans cette information, quand on vous dit de lui indiquer le nombre de CP dont il dispose, c'est le total de congés payés, donc les congés payés qu'il avait déjà acquis avant son départ en arrêt maladie et qu'il n'avait pas encore pris potentiellement, et les congés payés qu'il aura acquis pendant sa période d'arrêt maladie. Bien entendu, si votre salarié est en arrêt maladie pendant une semaine, ça ne changera rien sur ses droits à congés payés. Mais à partir du moment où il est en arrêt maladie pendant plus d'un mois, il y aura une incidence. Et donc, il faudra lui donner le nombre de jours de congés payés qu'il aura acquis. Et enfin, la date jusqu'à laquelle ces CP peuvent être pris. Et cette date-là, on va le voir, eh bien, elle va être différente en fonction de la date d'acquisition des CP. Et donc, en fait, vous allez être potentiellement contraint de donner des dates différentes. Un salarié qui va avoir un stock de 24 jours de CP, eh ben, ce n'est pas forcément la même date d'échéance pour la prise de ces congés payés. Je vais y revenir dans un instant. Vous avez donc focus sur le droit au report de 15 mois. Quelles sont les conditions et modalités du droit au report? Vous avez un salarié aura un droit à un report de ses congés payés s'il n'a pas pu prendre ses CP au cours de la période normale de prise des congés payés dans l'entreprise en raison de son arrêt maladie. Donc la période normale de prise des congés payés dans l'entreprise, déjà, elle peut être différente d'une société à une autre. Donc on va faire une application au cas par cas en fonction de la période de prise qui est applicable dans votre société. Partons du principe que vous êtes sur, dans mon exemple, une période d'acquisition du 1er juin au 31 mai, ça c'est la loi, et une période de prise du 1er mai au 30 avril. J'ai un salarié qui part en arrêt maladie le 15 septembre 2024 et qui va revenir d'arrêt maladie le 30 avril 2025. Partons du principe, fort probable, que le 15 septembre 2024, lorsqu'il part en arrêt maladie, les congés payés qu'il avait acquis au titre de la période N-1, la période qui s'est achevée le 31 mai 2024, et qu'il pouvait prendre jusqu'au 30 avril 2025, il ne les a pas pris en totalité. Probablement, il a pris peut-être 2 ou 3 semaines pendant l'été, et il lui reste donc le reliquat de 15 jours. Eh bien, puisque durant la période normale de prise des congés payés, il va être en arrêt maladie, il ne va pas pouvoir prendre ses congés payés, eh bien, au moment de son retour dans l'entreprise le 30 avril 2025, l'employeur va devoir l'informer de ses droits à congés payés. Et il a un délai de 1 mois pour le faire. Donc, au plus tard, jusqu'au 30 mai 2025. Et c'est à partir de la date à laquelle l'employeur va effectivement informer le salarié de ses droits à congés payés que le report de 15 mois va commencer à s'appliquer. Mais attention à une chose, c'est que dans l'exemple que je vous donne d'un salarié qui est en arrêt maladie du 15 septembre 2024 au 30 avril 2025, les congés payés qui vont être éligibles à ce report de 15 mois ne devraient être que les congés payés que mon salarié avait acquis avant de partir en arrêt maladie. Pourquoi? Parce que les congés payés qu'il avait acquis avant de partir en arrêt maladie, donc les congés payés qu'il avait acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 et qu'il n'avait pas pris en totalité au 15 septembre 2024. Eh bien, comme il va être absent jusqu'à la fin de la période de référence pour la prise des congés payés qui, dans mon exemple, s'achève le 30 avril 2025, il a le droit à un report de ses congés payés pendant une période de 15 mois. Mais qu'en est-il des congés payés qu'il va acquérir en application de la loi nouvelle durant sa période d'arrêt maladie? Donc les congés payés qu'il va acquérir du 15 septembre 2024 au 30 avril 2025. Eh bien, on s'aperçoit dans mon exemple que mon salarié, il revient le 30 avril 2025
soit finalement la veille du début de la période normale de prise des congés payés dans l'entreprise pour les CP qu'il a acquis au titre de l'année N-1. Donc les CP notamment qu'il aura acquis pendant sa période d'arrêt maladie. Donc finalement, mon salarié, quand il revient dans l'entreprise, il est comme n'importe quel autre salarié, il est au tout début de la période de prise des congés payés et donc il n'est pas préjudicié par son arrêt maladie pour la prise de ses CP. Et donc, il n'y a pas de raison de le traiter de façon plus favorable que les autres, puisque à son retour d'arrêt maladie, il a toute ma période de prise habituelle des congés payés pour bénéficier des CP qu'il aura acquis pendant sa période d'arrêt maladie. Il n'aura pas droit au report de 15 mois au titre de ses congés payés. Et ça fait partie des précisions que la DGT nous a d'ores et déjà données la semaine dernière. Donc, vous voyez, il va falloir à chaque fois se poser la question de quand ont été acquis les congés payés et est-ce que mon salarié a été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés au cours de la période normale de prise applicable dans l'entreprise. Si c'est le cas, droit au report de 15 mois. Si ce n'est pas le cas, parce qu'en réalité, quand il revient, il peut les prendre comme n'importe quel autre salarié, eh bien, il va se voir appliquer la période habituelle de prise des congés payés. Autre cas de figure, les salariés en arrêt longue maladie, puisque là, il va y avoir une alternative qui est prévue dans la loi. Un salarié qui est en arrêt maladie depuis au moins 1 an, au terme de la période d'acquisition applicable dans l'entreprise, eh bien, le droit au report de 15 mois ne va pas s'appliquer au moment de son retour dans l'entreprise, à une date qui est donc forcément inconnue, mais va s'appliquer dès à présent. C'est-à-dire que si vous êtes en arrêt maladie depuis au moins 1 an au moment du terme de la période d'acquisition, cette fois-ci, et non pas de prise des congés payés, le droit au report de 15 mois s'applique dès maintenant. Quel est l'objectif de cette disposition ? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est d'éviter qu'un salarié en arrêt longue maladie cumule des congés payés de manière illimitée. Ce que je vous disais il y a quelques minutes, un salarié qui va être en arrêt maladie pendant 5 ans, il va acquérir pendant 5 ans des congés payés, c'est tout à fait vrai, mais les anciens congés payés, ceux qu'il a acquis au tout début de sa période d'arrêt maladie, en fait, au fur et à mesure du temps, il va les perdre. C'est un peu comme les programmes de fidélité dans des magasins. Vous cumulez des points, vous cumulez des points, vous cumulez des points. Mais bien souvent, si vous n'utilisez pas les premiers points que vous avez utilisés à l'échéance d'une certaine date, vous les perdez. Et bien, c'est le même principe sur les congés payés. De sorte que, eh bien, un salarié en très longue maladie, il va pas, à son retour dans l'entreprise ou au moment de la rupture de son contrat, il va pas se retrouver avec des compteurs de CP totalement délirants parce qu'en fait, il sera contraint par cette période de report de 15 mois dont le point de départ ne sera pas pour lui son retour d'arrêt maladie, mais le terme de chaque période d'acquisition. Prenons un exemple pour que ça soit plus concret. Je suis dans une entreprise qui applique toujours la période d'acquisition classique, 1er juin, 31 mai. J'ai un salarié qui part en arrêt maladie le 1er janvier 2022 et qui revient le 31 mai 2024. Eh bien, pour savoir quel est le droit au report applicable à chacun des congés payés qu'il a acquis pendant cette longue période d'absence, qui est sur plusieurs exercices, je vais devoir faire une analyse différenciée, période par période. Première période, 1er janvier 2022, date de son début d'arrêt maladie, 31 mai 2022, date d'échéance de ma première période d'acquisition des congés payés. Eh bien, je me pose 2 questions. Est-ce que au 31 mai 2022, fin de la première période d'acquisition des congés payés, mon salarié est toujours en arrêt maladie? La réponse est oui. Mais est-il en arrêt maladie depuis au moins 1 an? Ah bah la réponse est non. Ça fait juste 6 mois qu'il est en arrêt maladie. Donc, est-ce que je déclenche pour ces CP-là qu'il a acquis sur cette période dès à présent le report de 15 mois? Non. Ces congés payés-là, je les mets au frigo et le report de 15 mois s'appliquera à compter de son retour dans l'entreprise. Mais qu'en est-il de la deuxième période? C'est la période qui va donc courir, si vous me suivez bien, du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. 31 mai 2023, mon salarié est-il toujours en arrêt maladie au terme de cette deuxième période d'acquisition des congés? La réponse est oui,
puisque je vous dis qu'il ne reviendra que le 31 mai 2024. Est-ce que ça fait au moins un an qu'il est en arrêt maladie? Ah bah là, pour le coup, oui. Ça fait au moins un an qu'il est en arrêt maladie. Et donc là, pour ces CP qui ont été acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, je vais pouvoir faire partir dès à présent, c'est-à-dire dès le 31 mai 2023, mon report de 15 mois. Et donc, ces congés payés-là ne pourront être pris que jusqu'au 31 août 2024. Si mon salarié revient dans l'entreprise après le 31 août 2024, il aura perdu définitivement ses droits à congés payés. Avec une limite, c'est que la loi nous dit si, quand le salarié reprend son activité, le délai de report n'est pas expiré, eh bien dans ce cas-là, il va être suspendu jusqu'à ce que l'employeur procède à l'information du salarié sur ses droits à congés payés. Donc si jamais mon salarié reprend son activité avant le 31 août 2024, la période de report va être suspendue et il faudra que je pense, moi, employeur, à informer mon salarié de ses droits à congés payés. Donc, je vous ai fait une frise chronologique pour que les choses soient plus claires. Vous avez ici une situation où on a donc un salarié qui part en arrêt maladie le 2 novembre 2024. 2 novembre 2024, il avait encore des CP sur son compteur N-1, donc les CP qu'il pouvait prendre dans la période de prise des congés payés qui venait de commencer. Il revient d'arrêt maladie le 12 septembre 2025. Vous avez donc un mois pour l'informer de ses droits à CP. Partons du principe que l'employeur procède à cette information le 10 octobre 2025. Eh bien, donc, ça veut dire que 10 octobre 2025, c'est le point de départ de mon délai de report de 15 mois pour les CP qui ont été acquis par le salarié et qui n'ont pas pu être posés au cours de la période normale de prise des congés payés. Et donc, ça nous emmène jusqu'au 10 janvier 2027. Sachant, je précise une chose, que le délai de report de 15 mois, cette durée de 15 mois, c'est la durée la plus courte prévue par la loi. Mais la loi nous dit que par accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de branche, on peut prévoir un report supérieur. Donc, vous pourriez tout à fait avoir une convention collective, par exemple, qui viendrait vous imposer un droit au report de 20 mois. Donc, normalement, ce report de 15 mois ne devrait être appliqué que pour les congés payés qui avaient été acquis par le salarié avant son départ en arrêt maladie et qui n'a pas pu prendre du fait de l'arrêt maladie. Pour les CP qu'il aura acquis pendant sa période d'arrêt maladie, si on suit les indications de la DGT, quand il revient dans l'entreprise le 2 novembre 2024, le 12 septembre 2025, pardonnez-moi, eh bien, si on est sur une période de prise des congés payés qui s'achève au 31 mai 2026, on devrait considérer que, certes, la période de prise a été amputée de quelques mois pour lui pendant lesquels il est en arrêt maladie, mais il a encore de nouveau tout octobre, tout novembre, tout décembre, tout janvier, etc. pour les prendre. Et donc, il devrait les prendre comme tout autre salarié sans bénéficier pour cela du droit au report de 15 mois. Donc, une analyse différenciée en fonction de l'origine de l'acquisition des congés payés. Je vous ai mis une deuxième frise. Alors là, elle est plus complexe. Pourquoi elle est plus complexe? Parce qu'on est sur l'exemple d'un salarié qui va être en arrêt maladie pendant plusieurs périodes de référence. Vous avez un salarié qui part en arrêt maladie le 30 mai 2024. Donc, on regarde 31 mai 2025, ça fait un an qu'il est en arrêt maladie et il est toujours en arrêt maladie au 31 mai 2025. Donc, ça veut dire que on va avoir pour les CP qu'il a acquis au titre de la période de référence passée le démarrage du délai de report de 15 mois, qui va donc nous emmener jusqu'au 31 août 2026. Si le 31 août 2026, il est toujours en arrêt maladie, eh bien, tous les CP qui ont été acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 sont définitivement perdus. Par contre, faisons un scénario alternatif. Il rentre d'arrêt maladie plus tôt. Il rentre d'arrêt maladie le 1er août 2026. Ça veut dire que quand il rentre d'arrêt maladie, le droit au report de 15 mois n'est pas encore expiré. Donc, souvenez-vous ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce droit au report, cette durée de report est suspendue jusqu'à ce que l'employeur informe le salarié de ses droits à congés payés. Vous avez un mois, je vous rappelle, pour le faire. Mettons que vous le faites au bout du bout de ce délai de un mois. Vous informez le salarié de ses droits à congés payés le 1er septembre 2026. Et donc, c'est à cette date que ce qui restait
de son droit au report recommencera à courir. Et donc là, dans ce scénario alternatif, ça nous amènera au 1er octobre 2026, au lieu du 31 août. Et donc, 1er octobre 2026, c'est la fin de la période de report des CP qui ont été acquis au titre de la période allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Et si le salarié ne les a pas utilisés, eh bien, ces congés payés seront définitivement perdus. Voilà ce que je voulais vous dire sur le droit au report de 15 mois. Donc, des règles qui peuvent paraître assez complexes comme ça, mais quand on reprend avec des exemples tout de suite un peu plus parlant, je l'espère en tout cas pour vous. Autre point que je voulais évoquer qui est un peu passé inaperçu dans les commentaires de cette loi, c'est la question de la valorisation de l'indemnité de congé payé. Je vous rappelle le principe, l'indemnité de congé payé doit être calculée selon 2 méthodes et on retient la plus favorable pour le salarié, soit la règle du 10e des rémunérations qui ont été perçues par le salarié, soit la règle du maintien de salaire. Et la loi nous dit que pour la règle du 10e, pour les salariés en arrêt maladie d'origine non professionnelle, eh bien, on va prendre 80% de la rémunération associée à ces périodes. Donc, en fait, on va avoir un abattement de 20%. Pourquoi un abattement de 20%? Parce que pour les salariés en arrêt de travail d'origine non professionnelle, on a un abattement déjà de 20% sur le volume de congés payés à acquérir, puisqu'ils ne peuvent pas acquérir 2,5 jours ouvrables, souvenez-vous, mais seulement 2 jours ouvrables. Et donc, pour la valorisation de cette indemnité de congés payés, on applique le même abattement de 20%. Par contre, un warning, c'est que cet abattement de 20%, il n'est prévu par la loi que pour l'application de la règle du 10e. Et donc, si jamais la règle du maintien de salaire devait s'avérer plus favorable, eh bien, il faudra l'appliquer et il faudra l'appliquer sans abattement. Donc, il y aura un calcul à faire à chaque fois, mais bon, ça, vous le faites déjà quand il faut valoriser l'indemnité de congé payé, savoir quelle est la règle la plus favorable. La seule nouveauté, c'est qu'il faudra penser que si on est sur la valorisation de congés payés acquis pendant une période d'arrêt de travail d'origine non professionnelle, pour l'application de la règle du 10e, il faudra retenir que 80% de la rémunération associée à ces périodes. Enfin, dernier point à évoquer, c'est la question de la prescription. Alors là-dessus, vous avez un peu tout et son contraire qui ont été dits. Le principe qui est prévu dans la loi, c'est que sous réserve des décisions de justice qui ont été passées en force de choses jugées ou de dispositions conventionnelles plus favorables, les règles édictées dans cette loi seront applicables rétroactivement, c'est-à-dire applicables depuis le 1er décembre 2009, date d'adoption du traité de Lisbonne. Donc, si vous avez déjà été condamné en justice, parce qu'il y a eu pas mal de salariés qui ont agi en justice, et que cette décision est devenue définitive, c'est-à-dire que vous avez été condamné au fond et que, par exemple, vous n'avez pas fait appel, parce que si vous avez fait appel, forcément, vous n'avez pas encore votre décision de cour d'appel, là, cette décision, elle est acquise, on ne revient plus dessus. Si en revanche, on est sur des procédures qui sont en appel, ou on est sur des procédures, des ordonnances de référé, qui ne sont pas des décisions passées en force de choses jugées, ou que le salarié n'a pas encore exercé une action en justice, on va pouvoir appliquer rétroactivement ces dispositions de la loi. Avec un petit point qui mérite quand même d'être noté, qui est plutôt favorable pour les entreprises, même si à mon avis ça pourra être débattu devant les juridictions, c'est que la loi n'a pas prévu de rétroactivité pour la suppression de la limite d'1 an pour l'acquisition des congés payés durant une période d'arrêt de travail d'origine professionnelle. C'est-à-dire que la loi vous dit application rétroactive, sauf qu'on ne touche pas, pour le passé, au principe selon lequel, pour les arrêts maladie d'origine professionnelle, au-delà d'une limite de 1 an, on suspend les compteurs. Et donc, ça va donner un argument aux employeurs en cas de contentieux avec ces salariés-là pour dire oui, on applique la loi nouvelle, mais en réalité, au bout de 1 an, je dois toujours suspendre les compteurs pour le passé. Pourquoi je vous dis que ça pourra être débattu? Parce que la Cour de cassation, elle a dit que ce plafond de 1 an, il n'était pas conforme au droit communautaire. Donc, je pense que même si la loi a écarté ça de la rétroactivité, il y aura quand même des arguments pour dire qu'il ne faut quand même pas appliquer ce plafond. Mais bon, il y a quand même noté, si vous avez des contentieux avec des salariés, qu'il y a cet argument que l'on pourrait faire valoir. En revanche, ce que la loi a prévu, c'est un délai de forclusion
pour les contrats en cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tous vos salariés qui sont toujours en poste à la date d'entrée en vigueur de la loi, date qu'on ne connaît pas encore, puisque je souligne, j'insiste, je rappelle que l'on parle d'une loi qui a été votée, mais qui n'est pas encore entrée en vigueur. Eh bien, pour les salariés toujours en poste à la date d'entrée en vigueur de la loi, pour éviter que l'on se traîne cette problématique d'acquisition des congés payés avec application de la loi nouvelle pendant 20 ans, le législateur a dit les salariés auront un délai de 2 ans pour faire valoir leurs droits en justice. Donc, exemple, la loi est publiée au journal officiel le 20 avril, ça voudrait dire qu'on aurait 20 avril 2024, 20 avril 2026, on aurait jusqu'à avril 2026 pour exercer une action en justice. Attention, c'est un délai de 2 ans pour exercer une action en justice. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez remonter que sur 2 ans. Ça, la loi ne dit rien là-dessus. Ça veut dire qu'un salarié qui serait encore en poste au moment de l'adoption de la loi aurait 2 ans pour saisir un conseil de prud'homme pour dire moi j'ai été en arrêt maladie sur telle et telle période et forcément l'employeur n'a pas appliqué ce principe d'acquisition des congés payés, or la loi est rétroactive, donc il doit le faire désormais. Il pourrait remonter potentiellement jusqu'au 1er décembre 2009 en application des arrêts du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation. Donc c'est vraiment, ayez bien en tête, 2 ans, c'est juste 2 ans pour exercer une action en justice, mais en réalité on pourrait remonter sur une période bien plus importante. Par contre, pour les salariés dont le contrat a été rompu, la loi ne prévoit rien. La loi ne dit pas que les salariés ont uniquement 3 ans, ne peuvent agir que sur les 3 dernières années. La loi n'a strictement rien dit sur le sujet, pour une raison qui est très simple, c'est que le gouvernement a considéré que de toute façon, pour ces salariés-là, c'était la prescription de 3 ans qui s'appliquait, et que donc un salarié dont le contrat a été rompu ne peut remonter que sur les 3 années qui précèdent la rupture du contrat de travail. Et le gouvernement s'appuie sur l'avis du Conseil d'État du 11 mars 2024 qui considère également que de toute façon, il n'y a pas besoin de légiférer sur la question, c'est la prescription triennale qui s'applique. Mais je tiens à noter quelque chose, parce que j'entends, je disais, tout et son contraire, je tiens à noter que cette position reste contraire à celle que la Cour de cassation a prise dans ses arrêts du 13 septembre 2023. Puisque, rappelez-vous, la Cour de cassation a dit « prescription triennale, pas de problème, oui, mais si l'employeur a mis le salarié en capacité d'exercer ses droits à congés payés. » Parce que forcément, la plupart des employeurs n'avaient pas fait sur les périodes passées. Donc, pour tous les contentieux que vous avez avec des salariés dont le contrat est déjà rompu, il va y avoir ce débat sur la prescription triennale. Les employeurs auront pour eux la position du gouvernement. Il n'y a pas de position formelle, mais il y a quand même pas mal de traces des positions du gouvernement. Et puis surtout, l'avis du Conseil d'État du 11 mars 2024. Alors ça, c'est vraiment la pièce à produire en cas de contentieux. Mais il y aura, côté salarié, aussi l'argument de dire, c'est très bien tout ça, mais regardez bien les dispositions de la loi DADU, elle ne dit rien sur la prescription de 3 ans, et regardez l'arrêt du 13 septembre 2023, on nous dit que la prescription triennale n'a jamais commencé à courir si l'employeur n'a pas informé les salariés de ses droits à congés payés. Donc il y aura toujours un débat là-dessus. Voilà, c'est assez à l'image, pour terminer, de ce que je vous disais en introduction, c'est-à-dire que l'on a une loi qui répond à plusieurs questions, mais on a encore tout un tas de points d'interrogation. Pour conclure, qu'est-ce qu'il faut donc retenir? C'est donc que, de façon rétroactive, on aura cette application différenciée de congés payés en fonction de l'origine de l'arrêt de travail, que cette acquisition de congés payés, elle n'est soumise à aucune condition d'ancienneté. Un salarié qui a été embauché il y a 3 semaines, qui part en arrêt maladie, il va acquérir des congés payés, qu'il n'y a pas de condition, notamment également dans la loi, d'indemnisation de ces arrêts par la CPAM. Donc, un salarié en arrêt maladie, même s'il n'est plus indemnisé par la CPAM, devrait continuer à acquérir des congés payés. Ce qui veut dire qu'il y aura toute une stratégie à mener du côté des entreprises pour limiter les coûts, notamment de contestation des arrêts de travail de complaisance, je pense. Retenez donc le report de 15 mois, avec cette application, là encore, individualisée finalement par salarié en fonction des périodes d'acquisition des congés payés. Et c'est vraiment là-dessus que vous allez faire le plus de nœuds au cerveau, c'est certain. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va y avoir des erreurs dans les entreprises, donc il faut être très vigilant. Réfléchir dès à présent à comment vous allez mettre en œuvre votre obligation d'information auprès des salariés dans le délai
le mois suivant leur reprise d'arrêt maladie. La loi vous dit que vous pouvez le faire via les bulletins de paie, et je pense que ça sera le plus simple, parce que surtout s'il est confirmé que cette obligation d'information s'applique quelle que soit la durée de l'arrêt maladie, ça veut dire que, enfin, on va avoir, si vous faites ça par courrier, on va avoir des courriers dans tous les sens, ça va être une usine à gaz. Donc mettre une information qui s'actualise au fur et à mesure dans les bulletins de paie, ça me semble être le plus simple. Et donc il va falloir modifier les bulletins de paie. Et il va y avoir quand même un problème technique, c'est de savoir comment on fait pour avoir des dates de fin des périodes de report des congés payés qui soient différenciées en fonction des CP. Donc là, il va y avoir des paramétrages techniques qui vont pas être évidents certainement à mettre en place, mais je pense que ça reste quand même le plus simple. Et puis, retenez, pour tous ceux qui ont des contentieux en cours ou qui vont en avoir dans les jours ou les semaines qui viennent, eh bien, le principe de la prescription de l'action de 2 ans, tout le débat qu'on pourra avoir sur la prescription triennale. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors malheureusement, comme le temps est déjà écoulé, je ne vais pas pouvoir répondre à, je crois qu'il y a pas mal de quelques questions qui ont été posées. Si vous souhaitez avoir une analyse de toute façon de la part du cabinet sur une question spécifique sur ces acquisitions de congés payés, hein, vous avez donc nos adresses mail qui figurent là sur le slide, f.carrière@voxius-avocat.com et s.talier@voxius-avocat au pluriel.com. Je termine en indiquant que vous pouvez accéder au replay de ce webinaire sur la chaîne Webikeo du cabinet. Le webinaire est accessible en replay sans limite de durée et que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour le prochain webinaire du cabinet qui aura lieu le mois prochain et qui sera également consacré à l'actualité sociale. Or, bien entendu, cette problématique de congés payés qui a déjà été étudiée aujourd'hui lors de ce webinaire thématique. De manière générale, le cabinet anime une fois par mois en moyenne un webinaire, soit sur un point thématique, soit sur l'actualité sociale. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ce webinaire a pu vous apporter quelques éléments de réponse et je vous dis à très vite pour un prochain webinaire d'actualité sociale. Merci.